Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission où nous parlons de la virologie spéciale. Et ce jour, nous allons aborder la question du Mpox, actualité oblige, Mpox anciennement appelé monkeypox. Nous allons débattre, discuter plusieurs points en détail. Et comme le cours est un peu plus long, nous essaierons d'être un peu plus rapide. Bien sûr, question de ne pas faire des vidéos ultra longues, ce qui peut vous épuiser. Bien sûr, vous devez saisir le contenu essentiel du cours. Nous parlerons du virus et de sa taxonomie, de la réplication et des propriétés, de l'épidémiologie, de manifestations cliniques, du diagnostic, bien entendu de la vaccination et du traitement. Alors, le virus, le Mpox appartient au domaine des Varidnaviria actuellement, ça veut dire les virus à ADN double brin qui code pour les protéines principales de la capside qui contiennent en fait ce on appelle un repli vertical en forme de rouleau de gelée ou de pli qu'on appelle les jelly roll. Alors, ce virus appartient au règne de Banford-Viridie. Pourquoi en reconnaissance à Mr. Banford. Voilà, ce règne est caractérisé par une seule protéine principale de la capside avec un double pli qu'on appelle le jelly roll. Le virus appartient à l'embranchement des nucléocytoviricota, qui sont également connus comme étant les grands virus à ADN nucléocytoplasmiques. Ça veut dire qu'ils sont capables de se répliquer, que ce soit dans le noyau ou dans le cytoplasme de la cellule hôte, alors qu'en général, c'est l'un ou l'autre. Alors, le sous-embranchement, c'est celui des poques viricette, d'accord. De l'anglais poques, ça signifie pox, ce qui signifie pustule. Et ceci a trait évidemment à la manifestation clinique associée à la maladie. Et l'ordre, c'est celui des chytovirales. Du grec, chytos signifie un revêtement spécifique ou une référence bien sûr à sa morphologie, hein, à la morphologie des poxvirus. Euh, et à la famille, c'est celle des poxviridae avec deux sous-familles, 22 genres et plusieurs espèces, hein, plus de 80 en tout cas. Et dans les espèces, c'est la sous-famille, pardon, des Cordopox qui infectent plusieurs vertébrés et on a plusieurs genres, on le verra, dont les orthopox. Alors, le Mpox virus, c'est un virus, ça c'est la structure, l'organisation génomique du virus. C'est un virus à ADN double brin dont l'organisation génomique est comme ceci. Il a à peu près 200 kilopaires de base en termes de taille, hein, qui code plus de 200 protéines. Et c'est un double brin qui est linéaire et qui se termine en des structures en forme de boucle d'épingle aux extrémités 3' et 5'. Et il contient au niveau de ses extrémités ce qu'on appelle les ITR, les Inverted Terminal Repeats, en fait, à chaque bout, qui ont à peu près une taille de 10 kilopaires de base. Et ces gènes sont très bien emballés. Et il existe également ce qu'on appelle les régions intergéniques, qui mesurent parfois plus de 100 paires de bases, quoique, voilà, elles sont un peu plus rares. La zone centrale que vous voyez ici, c'est la région la plus conservée, hein. Il conserve l'ensemble des gènes qui sont impliqués évidemment dans la transcription, la réplication et l'assemblage du virus. Par contre, les zones latérales du génome, là où on trouve les inverted terminal repeats, sont des zones qui contiennent des gènes qui varient selon les virus, hein, selon les genres, les espèces, etc. Et ils sont impliqués dans la pathogénie du virus. Sur cette diapositive, j'ai mis le génome en grand pour que vous puissiez voir la zone centrale qui est non variable et qui code pour l'ensemble des protéines dont on a parlé impliquées dans la réplication, l'assemblage. Et nous avons les zones latérales
qui par contre, la zone centrale est non variable alors que les zones latérales sont très variables ou hyper variables. Je ne vais pas aller sur les autres détails. Alors, concernant la taxonomie, à gauche, vous voyez la structuration dont j'ai parlé. Le virus, en fait, c'est un virus ADN double brun, donc il appartient à la classe 1 de Baltimore. Et quoique la classification a un peu changé avec l'ICTV qui inclut maintenant les règnes, euh, le royaume, le phylum, etc. Et j'en ai parlé sur cette dia. Il est important de savoir que sur cet arbre phylogénétique, dans le genre, dans la famille des Poxviridae et des Cordopoxviridae, non, dans la famille des Poxviridae, sous-famille des Cordopoxvirinae, là où nous avons plusieurs genres. Parmi ces genres, vous avez les orthopox qui sont ici sur cet arbre phylogénétique, mais vous avez également les parapox, les mollusipox, les avipox. Ça veut dire que c'est une gamme très diversifiée des virus qui infectent plusieurs êtres vivants, comme vous pouvez le voir ici. Il y en a plusieurs et finalement, dans le genre orthopox, il y a plusieurs espèces, mais nous décrirons ici l'espèce principale qui est le Mpox, anciennement appelé monkeypox. Alors, pour ce qui est de la classification, il est important de savoir sur cette gauche que auparavant, avant 2022 pourquoi 2022 correspond à la plus grande pandémie d'Mpox qu'on a enregistrée dans le monde. Je crois que le nombre de cas, bon voilà, n'était pas assez grand par rapport à ce qu'on connaissait déjà en RDC au Nigeria, mais le fait que le virus ait atteint plusieurs pays dans le monde entier, on l'a appelé grand bien sûr parce que ça avait été déclaré urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS. Donc avant 2022, comme vous pouvez le voir sur cette image, le virus était appelé Congo Bassin, celui qui vivait en Afrique centrale, en violet ici, dans l'Afrique centrale, la RDC, la République centrafricaine, voilà, Soudan, Gabon, etc. Et le clade, ça c'était le clade Congo Bassin. Et le clade West Africa était essentiellement localisé au Nigeria, quoi qu'il y avait des cas au Libéria, en Sierra Leone, etc. Et quand la pandémie a commencé du Mpox en 2022, on a attribué ce nouveau virus, on l'a appelé nouveau virus venu de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, sur la carte de droite, vous pouviez bien voir que les clades qui étaient endémiques en Afrique centrale étaient bel et bien différents du clade qui était à peu près endémique en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest. Et en rouge, c'est l'éclate qui s'est répandu dans le monde entier depuis 2022. Cependant, il y aura un événement majeur et cet événement, comme toujours ou presque toujours, ça se passe en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on est fier d'appartenir à ce pays. Une épidémie survient dans le territoire de Kamituga, dans la province du Sud Kivu. Et c'est une épidémie de Mpox. On teste les échantillons qui sont positifs. Et finalement, lorsqu'on fait le séquençage, on se rend compte que le virus qui a été isolé dans l'est de l'Afrique, de la RDC, comme vous pouvez le voir au sud Kivu, est un variant qui n'a jamais a été décrit auparavant à cause des différentes mutations que l'on a notées, notamment au niveau de la apolipoprotéine B editing complex, ce qu'on appelle les ApoBec C3, des mutations que l'on a remarquées. Et finalement, en faisant des alignements phylogénétiques, on se rendra compte qu'on va classifier ces virus comme étant une nouvelle lignée, un nouveau variant dans le clade 1 qui était connu. Et c'est ainsi qu'un peu plus tard, on va voir comment la classification est finalement devenue. Alors, sur cette dia, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut retenir pour vous qui suivez? Le clade 1, anciennement appelé Congo Bassin, est devenu clade 1, mais le clade 1 est subdivisé en deux sous-clades. Le clade 1A, qui est endémique en RDC, dans la plus grande superficie, dans la plus grande partie de la RDC,
au Gabon, au Congo-Brazza, en République centrafricaine et ben, dans une partie du Cameroun. Évidemment, c'est les clades, on va le voir, le plus virulent, le plus célèbre, le plus répandu, etc. Les clades 2 qu'on appelait West Africa ou clade de l'Afrique de l'Ouest est devenu clade 2 bien sûr après 2022 dans la nouvelle nomenclature. Il a eu également, ou il a deux sous-clades, le clade 2A et les clades 2B, évidemment. Alors, au point de vue de l'évolution génétique, il est important de savoir ceci. Le taux de mutation varie entre 10 exposant moins 5 et 10 exposant moins 6 pour les virus. Ce qui fait que c'est très important pour un virus à ADN. Pourquoi les virus à ADN sont connus pour avoir très peu de mutations à cause des mécanismes virologiques dont les proof reading et autres, etc. Mais le Mpox fait cette différence parce que c'est parmi les rares virus à ADN. Les Pox et les iridovirus sont des virus à ADN, mais qui ont une réplication préférentiellement cytoplasmique. Et à cause de cette réplication préférentiellement cytoplasmique, les mécanismes de proofreading n'agissent pas efficacement ou n'agissent pas du tout pour pouvoir corriger les anomalies, les erreurs qui finalement deviendront de mutations. Il est important de savoir que le matériel génétique que je voulais présenter, la région centrale, elle reste stable. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un virus dont le génome a tendance à la perte des gènes. Pourquoi? Parce que le virus doit s'adapter à l'hôte, notamment ces pertes des gènes se font beaucoup au niveau des régions terminales, ce qu'on appelle les ITR, les Inverted Terminal Repeats. Et par conséquent, on aura beaucoup de variants, beaucoup de mutations qui surviennent sur la zone la zone variable et non sur la zone conservée. Et ces mutations seront bien entendu à l'origine des variants du virus. Et il faut savoir qu'avec l'épidémie du clade 1B, celui qu'on a décrit à l'est de la RDC, qui circule au sud Kivu, au nord Kivu, et bien sûr qui s'est répandu également dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde, il y a des délétions et même des insertions qui sont très caractéristiques des différents clades, hein, et on a des particularités évidemment pour les clades 1B. Ça, c'est juste pour vous montrer cette évolution génétique. Cette évolution génétique, bien entendu, conduit à ce qu'on ait une diversité génétique. Et sur cette diapositive que je vous présente des travaux du professeur, notre collègue Eddie Kinganda, il a pu séquencer plusieurs génomes du virus clade 1 qui avait une couverture génomique de plus de 90%. Et comme vous pouvez le voir en séquençant ces génomes de la RDC majoritairement, ou de l'Afrique centrale pour être un peu plus inclusif, il a remarqué qu'il y avait plusieurs variants qui ont été catégorisés en groupes. C'est ainsi que vous avez par exemple en rouge le groupe 1 qui est prévalent au Cameroun, en Guinée. Ça c'est dans le clade 1A. Le clade 1A c'est ce qu'on appelait auparavant le clade Congo-Bassin qui est devenu clade 1 et puis il y a eu 1A et 1B. 1B un peu plus à l'est de la RDC et 1A dans le reste de l'Afrique centrale. Alors, dans le clade 1A maintenant, dans les travaux du professeur Eddie Kinganda, il a démontré une importante diversité génétique dans le clade 1A en forme de groupe. Le groupe 1 que vous voyez en rouge ici. Et sur mon arbre phylogénétique, le groupe 1 est ici en brun. Désolé pour le mélange de couleurs. Le groupe 2, il y en a presque partout en Afrique centrale. Évidemment, et regardez bien sûr cet arbre phylogénétique, le groupe 2 représente la plus grande diversité génétique ou la plus grande proportion dans la diversité génétique, s'il faut le dire. Et le groupe 3 qui est en vert, il est un peu plus dans le centre de l'Afrique, mais du nord au sud. Et évidemment sur cet arbre phylogénétique, le groupe 3, le voilà ici en rouge. Le groupe 4, il est en mauve, il est à peu près dans la zone sud de la RDC qui inclut centre-sud et sud-ouest à peu près qui inclut l'ancien ou la grande province Ubandundu et une partie vers Kinshasa. Et vous pouvez le voir évidemment sur ce map pour le groupe 4.
Et le groupe 5, c'est celui qui est en jaune, qui est un peu dans la région autour de la Chopo et une partie du centre de la RDC. Et ce groupe est là sur l'arbre phylogénétique. Et finalement, sur le point orange, c'est le clade 1B, qui n'est pas du tout dans le clade 1A, il est séparé. Évidemment, sur cet arbre phylogénétique, en l'alignant, il s'est retrouvé, bien sûr, un peu plus séparé, montrant évidemment qu'il s'agit d'une autre lignée. Vous voyez simplement comment, avec l'unique clade 1A, combien la diversité génétique est grande. Alors, le virus, c'est un gros virus, parce que c'est un virus à ADN, c'est un gros virus qui est apparenté au virus de la variole, hein, qui avait causé la maladie qu'on appelait la variole dans les temps, qui a été éradiquée. Et il est cousin au virus de la vaccine, et c'est un virus enveloppé qui a une forme à peu près d'une brique, hein, comme vous le voyez ici, mais un peu plus sur l'image du bas. Et c'est un virus en forme de brique avec la taille 200-250 nanomètres sur 220 à 450 de long. C'est un gros virus. Et c'est un virus très particulier dans sa structure parce qu'il a des surfaces, des tubules sur sa surface et il lui donne à peu près la forme d'une altère. Vous connaissez l'altère, c'est la pièce de métal avec deux sortes de roues à chaque extrémité. C'est ce que les sportifs qui font l'haltérophilie utilisent pour soulever le poids et pour s'exercer. Voilà pourquoi on les appelle les haltérophiles, parce qu'évidemment, ils utilisent des instruments en forme d'haltère. En termes de propriétés physico-chimiques, c'est un virus qui est très résistant quand même aux désinfectants, notamment les désinfectants phénoliques, même s'il est inactivé par des solvants lipophiles polaires tels que le chloroforme, et souvent à pH faible et les détruit. Mais le virus et la vaccine, par exemple, lui, il peut être facilement inactivé en 2 à 3 heures à une température de 60 degrés ou alors à quelques minutes à une exposition à une concentration de 20 nanomolaires de caprylate à 22 degrés. Le Mpox est un peu plus résistant que le virus de la vaccine aux différents détergents, mais évidemment, à des températures élevées, il est très facilement détruit à des désinfectants aussi puissants. On a vu que c'est un virus à ADN double brun. J'ai déjà parlé de son matériel génétique. Comment est-ce que ces virus se répliquent? Ça, c'est très important pour la virologie. C'est un virus à réplication intracytoplasmique. Le Mpox, ou les poxvirus en général, et les iridovirus sont parmi donc les virus à ADN qui ont une réplication intracytoplasmique. Ceci est très important. Il se fixe sur les protéines, sur les récepteurs qu'on appelle les glycosaminoglycanes qui sont sur la surface des cellules hôtes, on le verra sur l'autre diapositive, ce qui fait qu'ils s'entrent dans la cellule par le mécanisme d'endocytose. Ils entrent dans la cellule hôte. Mais il arrive également qu'ils puissent être absorbés par ce qu'on appelle le mimétisme apoptotique. Une fois qu'ils sont absorbés ou ils sont endocytés, ils vont fusionner avec la membrane cytoplasmique pour pouvoir libérer le corps. Le corps, c'est la partie centrale du virus. En français, on traduit ça comme étant le noyau, mais en fait, un virus n'a pas de noyau. Ce sont les bactéries qui ont une zone centrale, qui n'ont pas non plus de noyau parce qu'elles n'ont pas de membrane cytoplasmique. On le voit dans mon cours de bactériologie générale ou alors dans le cours de virologie, j'ai décrit ces éléments. Alors, une fois que la partie centrale qu'on appelle le corps est libérée dans le cytoplasme, après les mécanismes de décapsidation, ce corps va entrer dans une partie très spéciale ou très spécifique du cytoplasme des cellules hôtes qu'on appelle le site factory, en français l'usine cytoplasmique. Le site factory, c'est une partie du cytoplasme des cellules hôtes dans laquelle il y a très peu d'organites. Alors, la cellule, elle est comblée, elle est riche en organelles ou organites, etc. Mais il y a des zones particulières où il n'y a pas assez d'organites. Ce sont ces zones-là que l'on appelle les site factories ou les usines du cytoplasme. Alors, dans la phase précoce, les gènes vont être transcrits dans les cytoplasmes grâce à l'action des polymérases du virus.
Et le virus va commencer ce qu'on appelle l'expression précoce. Notamment, ça n'entraîne pas trop. C'est un virus qui a une réplication assez rapide. Dans les 30 minutes, il commence sa réplication. Alors, une fois qu'il y a décapsidation, le corps est totalement désintégré et que l'expression ou la phase précoce de l'expression se termine, les génomes ou le matériel génétique est maintenant libéré dans le cytoplasme. Alors, une fois qu'il est libéré, nous avons une phase intermédiaire où les gènes intermédiaires sont exprimés, ce qui va stimuler bien sûr le processus de réplication de l'ADN génomique du virus. Et cette réplication dure à peu près 1h40 minutes ou maximum 2 heures. Et dans la phase tardive, les gènes vont être exprimés et cela vous prendra à peu près 2h20 minutes jusqu'à 48 heures après l'infection pour produire des protéines structurelles. Vous voyez que très rapidement, le virus va se répliquer. Évidemment, je n'insiste pas sur la réplication parce que je l'explique très en détail dans mon cours de virologie générale. Alors, en résumé, de manière schématique, ce que vous devez remarquer, voici les particules virales qui viennent se fixer au récepteur des glucosaminoglycanes. Et une fois qu'ils se fixent, ils fusionnent avec la membrane. La particule virale se débarrasse déjà d'une bonne partie de l'enveloppe parce qu'elle a fusionné avec la membrane cytoplasmique de l'hôte. Et il libère la particule virale ou le virion qui va subir le processus précoce jusqu'à avoir la décapsidation. Une fois que la décapsidation a eu lieu, le matériel génétique va être libéré. Et une fois que le matériel génétique est libéré, il va être répliqué grâce à des transcripteurs, des facteurs de transcription que l'on trouve dans les cytoplasmes pour la plupart. Et il va produire d'autres protéines virales qui seront finalement assemblées pour donner une nouvelle particule virale qui va être libérée. Il est important de noter que l'assemblage des virions progéniteurs commence dans ce qu'on appelle les site factories, je vous en ai parlé, et ils vont produire ce qu'on appelle une particule virale qui est sphérique et immature. D'accord? Et cette particule virale immature renferme une sorte de nucléoprotéine. Le nucléoprotéine, c'est la partie la plus centrale du virus qui contient le matériel génétique. On aurait dû dire un noyau, mais le virus n'a pas de noyau. Ensuite, cette particule immature va se transformer en virion mature intracellulaire qui aura la forme des briques. C'est ça qu'on abrège comme étant IMV. IMV, ça veut dire Intracellular Mature of a Virus, lorsque le corps viral se condense. Cette particule virale mature peut être libérée lors de la lyse, de la destruction de la cellule. Et à ce moment-là, il va acquérir une double membrane à partir du compartiment de son passage ici, dans ce qu'on appelle le trans-Golgi, ce que les gens appelaient auparavant l'appareil de Golgi. Et il va prendre quelques autres protéines spécifiques avant de pouvoir sortir. Et les virus se déplacent à l'intérieur du noyau grâce aux mécanismes que vous connaissez, les mécanismes cellulaires des transports, des organelles, des organites et protéines, notamment les microtubules. Et grâce évidemment aux filaments d'actine, à la dinéine, à la kinésine, dans mon cours de virologie générale, j'en parle. Évidemment, le virus se déplace le long des microtubules jusqu'à la surface des cellules où il y a une membrane additionnelle qui va fusionner avec la membrane externe pour finalement libérer un virus qui est associé évidemment à la membrane cytoplasmique la plus externe possible avant d'être libéré. Le virus a aussi la possibilité de bourgeonner sous forme d'un virion enveloppé dans une membrane externe. Vous voyez que c'est un virus qui a beaucoup de membranes, comme vous pouvez le voir sur ces autres images. Je ne vais pas revenir sur les formes matures et immatures parce que j'en ai déjà parlé. Alors, quelle est l'épidémiologie du virus, du Mpox? Le virus a été identifié pour la première fois dans une maladie qui ressemblait à la variole chez les singes qui étaient en captivité dans un laboratoire à Copenhague, au Danemark. C'était en 1958. C'est trop loin. Évidemment, le premier cas humain a été décrit en République démocratique du Congo en 1970, à l'époque Zaïre du maréchal Mobutu. Et après, des cas similaires ont été décrits, notamment en Afrique de l'Ouest, au Nigeria en majorité évidemment Côte d'Ivoire, Sénégal et autres, mais bien sûr dans d'autres pays d'Afrique centrale, notamment le Gabon, le Cameroun, etc. Et c'est un
virus, on le verra sur les dias qui suivent, qui a été à peu près négligé. La maladie qu'il cause a été négligée parce qu'évidemment, ça concernait les Africains. C'était au Congo, en pleine forêt équatoriale, personne n'y va, bien sûr. En Nigeria, Cameroun, dans la forêt équatoriale, on y va pour faire les photos avec les babouins, les grands singes. Point barre, à aucun moment, personne ne pense que voilà, la maladie serait très grave. Ce qui arrive souvent aux Africains, voilà pourquoi ils doivent chercher aussi d'autres solutions pour développer leur propre expertise. Et finalement, en 2003, chez des singes qui ont été exportés d'Afrique, qui ont été importés d'Afrique et amenés aux États-Unis, ils développent cette maladie et toutes les personnes, certaines des personnes qui étaient en contact avec ces singes, etc., vont faire la maladie. À ce moment-là, la maladie est décrite pour la première fois aux États-Unis. C'est la panique, l'agitation évidemment. On s'est mis à étudier alors cette maladie sérieusement parce qu'elle a été déclarée sur les territoires américains. Voici comment, parfois on dit à quelque chose malheureux bon, mais finalement, ça a permis l'essor des recherches qui vont se poursuivre jusqu'à ce jour. En général, les poxvirus qui infectent les hommes, les humains, sont presque toutes des maladies zoonotiques, sauf ce qu'on appelle le molysipox virus, qui lui est strictement humain. Alors, regardez ces images des molysipox virus, ce sont des lésions que vous retrouvez parfois chez les animaux, et chez les humains, pardon. Ils provoquent ce qu'on appelle les molluscum contagiosum. Et vous reconnaissez qu'il y a des gens qui ont ces lésions pareilles. Ce sont des lésions qui appartiennent au virus, au poxvirus évidemment, mais les molluscum contagiosum, il est strictement humain. Alors, je vais faire un peu d'historique pour vous montrer comment est-ce que les décisions politiques ou des décisions sanitaires mondiales peuvent avoir une influence sur le cours des événements futurs parce que les scientifiques sont les personnes crédibles et quand ils prennent des décisions, ces décisions sont facilement applicables par les politiques et évidemment, cela fait loi. Sur cette image à gauche, voici un imprimé, un timbre de la République du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, mon pays, où on devrait donner à chaque personne qui retrouverait, c'est écrit ici, payer à la personne ayant découvert et notifié un cas de monkeypox, maladie semblable à la variole, confirmée par un laboratoire, on devait payer 500 zaïres. Ici, on a écrit en lingala, qui est une des langues nationales, une des 4 langues nationales de la RDC. Donc, chaque personne qui découvrait un cas de monkeypox et qui le notifiait ou qui le signalait était payé 500 zaïres. C'était beaucoup d'argent, c'était à peu près l'équivalent de 500 dollars. Par conséquent, je vais revenir à cette histoire, mais je mets d'abord le premier point, 1958, découverte du virus, 1970 ou 70 pour nous les Belges, description des premiers cas humains d'Mpox chez une fillette congolaise de Bassankusu. Bassankusu, c'est dans la province de l'Équateur. En 1977, on a certifié l'éradication de la variole en RDC. Et lors de l'Assemblée mondiale, la 33e Assemblée mondiale de la santé organisée par l'OMS, la variole va être, en 1980 en fait, la variole va être déclarée comme étant éradiquée. Et entre 81 et 86, l'Organisation mondiale de la santé va organiser une surveillance intensive contre le Mpox ou le monkeypox à l'époque en RDC parce qu'on a découvert des premiers cas humains, on a vu qu'ils étaient différents de la variole et ils vont organiser ces programmes de surveillance en RDC dans d'autres pays africains. Et c'est un programme qui a du succès. Évidemment, on donne 500 zaïres aux gens, les gens notifient des cas. La surveillance, qui est une surveillance assez passive, va porter les fruits. Plusieurs cas vont être notifiés, isolés, etc., ce qui va réduire sensiblement le nombre de cas. Mais en 1987, ce programme va être arrêté. Pourquoi il va être arrêté? C'est important que vous puissiez le savoir. Parce que sur la coupure de ce journal, qui a été rendu par Jezek et ses collaborateurs, on a dit ceci. De plus, il n'y a aucun signe d'augmentation du taux d'atteinte secondaire entre les périodes
1970 à 1980 et de 81 à 86. Par conséquent, l'inefficacité, d'accord, l'inefficacité de la transmission interhumaine dans les conditions d'exposition maximale prouve ou montre l'hypothèse selon laquelle le virus simien, donc le mpox, est mal adapté à une transmission interhumaine continue et que ces modes de transmission ne constituent pas un problème de santé publique. Ça, c'est une déclaration faite par l'OMS. Voici la photo, d'accord, de cette équipe d'experts en 1900 qui a travaillé sur les monkeypox, et ils finissent par faire une déclaration que le virus est très mal adapté pour se transmettre d'homme à homme et par conséquent, il ne constitue pas un problème mondial de santé publique. Par conséquent, toutes les activités et tous les efforts qui avaient été fournis sur ça vont être progressivement arrêtés. La conséquence de l'arrêt, c'est que la surveillance passive ne notifiait plus des cas. On ne rapportait plus les cas d'Mpox parce que ce n'était pas un problème de santé publique, il n'y avait plus de financement, etc. Les gens l'ont oublié. Et finalement, la maladie est en train de croître à bas bruit. Et finalement, il y a une chercheuse américaine, professeure Anne Rumoin, avec qui j'ai travaillé certaines années, qui va décrire la majorité, une augmentation du nombre de l'incidence des cas de Mpox 30 ans après la fin de la vaccination en République démocratique du Congo. Voici cet article. Alors, comme vous le voyez, ici sur ces diagrammes, en 70, on découvre le premier cas. En 75, de 65 à 80, il y a quand même des cas qui sont détectés. Les barres rouges sont très faibles. Et de 81 à 85, 86, regardez, les taux de détection est important parce qu'il y a une surveillance passive et active qui se font. Et juste ici, vers l'année 86-87, on dit que ce n'est plus un problème de santé publique. Par conséquent, tout le monde baisse de garde. Et quand on baisse de garde, il n'y a plus rien à faire. Aucune surveillance pendant cette période. Et boum, dans les années 2000, flambé. On a d'abord une épidémie de 96 à Katakokombe, c'est dans le centre de la RDC, dans la province du Sankuru, avec plus de 500 cas décrits. Mais en 2003, quand il y a des cas de Mpox aux États-Unis, ça intéresse tout le monde. Et finalement, le 7 mai 2022, on décrit les premiers cas de transmission de Mpox au Royaume-Uni. On a un ou deux cas ou quelques cas dans le monde. Catastrophe, on dit que voilà, c'est une urgence de santé publique de portée internationale. Tiens, comment ça? Pendant des années, la RDC avait des milliers de cas qu'il notifiait. Et comme c'était des cas congolais ou voilà, des noirs en Afrique, etc., c'était pas grave. Il a suffi que des cas ou quelques cas puissent affecter les homosexuels ou les MSM, évidemment avec une transmission dans plusieurs pays du monde. Évidemment, la communauté scientifique s'est réveillée très vite à déclarer cela comme étant une urgence, ce qui est très bien, et des activités ont commencé, des actions et des décisions très rapides ont commencé à être prises. Et regardez sur cette carte la RDC. Je montre plus la RDC parce que c'est le pays qui a plus de 90% des cas. Alors on ne va pas aller chercher ceux qui en ont deux. On montre le patron du Mpox. Regardez par exemple l'incidence de la maladie entre 2010, d'accord, 2011 et jusqu'à 2023. Vous voyez que le nombre de cas, l'incidence augmente fortement, allant jusqu'à certaines provinces qui initialement n'étaient pas du tout infectées. Elles vont finir par l'être. Ça signifie que depuis, l'incidence augmente. Alors, ici, j'essaie de présenter la pyramide d'âge pour les cas de Mpox CLED 1A et je vais présenter CLED 1B, juste pour mémoire. La majorité des cas, c'est dans la tranche de 25 à 34 ans, suivi de la tranche de 15 à 24 ans. Les cas affectent majoritairement les hommes, un peu plus que les femmes, comme vous le voyez en bleu. Et les décès les plus importants sont rapportés dans la tranche d'âge de 0 à 4 ans, d'accord, suivi de la tranche de 5 à 14 ans. C'est là qu'il y a beaucoup de décès. Et les décès affectent les enfants ou les personnes de sexe masculin, peut-être à cause de la transmission ou des cas qui sont plus importants chez les hommes que chez les femmes. Mais avec l'éclat de MB, au tout début, quand il a commencé,
on a noté que la majorité des cas étaient toujours chez les femmes, mais c'était un peu plus équilibré. Mais les cas étaient majoritaires dans la tranche d'âge de 20 à 24 ans, avec plus de femmes atteintes. Et aussi, il y avait quelques cas chez les enfants qui étaient un peu équilibrés, hein, de 0 à 4 ans. Mais ces cas avaient une forte en fait, étaient associés à la transmission sexuelle, notamment chez les professionnels de sexe. Et c'est ainsi que ces cas ont commencé dans la région de Kamituga avant de se répandre. Donc les contaminations initiales étaient d'abord sexuelles avant de devenir interhumaines par contact intime, mais aussi par contact sexuel. Ce sont les deux mécanismes et on doit savoir faire la différence. Alors, quels sont les réservoirs des orthopox? Avec plusieurs études récentes, on a démontré que les orthopox ont une gamme très importante de réservoirs, partant des simples rongeurs que vous voyez sur les images ici, les écureuils et autres, et jusqu'à plusieurs autres mammifères tels que les chevaux, les éléphants, les raccoons, voilà, les écureuils, les kangourous, etc. C'est des virus qui s'adaptent, qui se sont adaptés finalement à plusieurs autres humains ou animaux, ce qui fait que le réservoir est assez large. Ainsi, ces virus sont très répandus dans la nature et bien sûr dans le monde. Alors, comment se fait la transmission? Il y a plusieurs mécanismes de transmission. Premièrement, dans la majorité des cas, il y a une transmission d'animal à animal, donc une transmission zoonotique entre les différents réservoirs dont on a parlé, notamment les rongeurs, et évidemment les primates, qui se transmettent la maladie entre eux. À un moment donné, l'homme va entrer en contact avec les animaux parce qu'on chasse, ou alors par la chasse, par des morsures d'animaux, par des griffures ou des éraflures, ou alors par la consommation d'une viande crue ou mal préparée ou mal cuite, etc. Ensuite, les cas entrent chez les humains. Chez les humains, ils peuvent se transmettre par contact direct avec le fluide biologique, les sécrétions oropharyngées, le sang et d'autres. Et il peut aussi se transmettre, comme c'est un virus enveloppé, et il se transmet par contact direct. Le virus peut être laissé sur des couverts, par exemple les fourchettes, les couteaux, etc. Le gobelet, parce que vous avez votre salive et les particules virales peuvent y être. Et donc, on a une transmission qui peut être indirecte par ces instruments. Et évidemment, par les habits, parce que les manifestations cliniques, on les verra, c'est au niveau de la peau. Et puisque c'est au niveau de la peau, évidemment, ces transmissions par les habits sont possibles. Donc, ceux qui ont l'habitude de porter les habits des autres, j'espère que c'est une habitude qui est de moins en moins pratiquée, mais évidemment, vous pouvez être transmis. Vous pouvez être contaminé. Mais vous pouvez également être contaminé par des gouttelettes respiratoires. On va les voir qu'au tout début, avant même que les lésions apparaissent, le malade est très contagieux dans sa gorge. Évidemment, les gouttelettes de fluide peuvent transmettre. Il y a une transmission verticale de la mère à l'enfant. Et évidemment, les produits de conception, d'accouchement, placenta, liquide amniotique, sang du cordon ombilical peuvent être très contagieux. Et c'est très important. Et les symptômes, on y reviendra plus tard. J'ai mis cette courbe pour montrer la cinétique qui commence avec les virus excrétés, mais on en parlera sur les autres diapositives. Alors, ici, c'est pour montrer la transmission, encore un bon résumé, avec une transmission zoonotique qui inclut les écureuils, les singes, les rats, les pouch rats, comme on appelle les rats des Gambie, et autres, et les chiens des prairies qui vous transmettent les virus. Et une fois que vous avez des lésions, soit au niveau de la peau, des muqueuses, vous attrapez les virus et vous pouvez les contaminer par un contact entre peau et peau, un contact interhumain direct, mais également lors des rapports sexuels, qui est une voie principale, surtout les rapports sexuels entre hommes et hommes, donc des rapports homosexuels ou entre hommes et femmes. Parce que lors des rapports sexuels, la transmission peut se faire par contact intime, votre tire-langue, les caresses, etc. Parce que les liquides biologiques, vous les échangez, ça suffit.
mais évidemment lors de l'acte sexuel, parce que vous pouvez avoir des lésions au niveau des appareils, des organes génitaux ou dans la bouche, les muqueuses, selon les types de rapports sexuels que vous faites. Si je n'en parle pas ici, j'ai un cours particulier qui traite cela. Et vous pouvez vous transmettre la maladie. Et les humains également peuvent transmettre aux animaux. Et il y a aussi une transmission materno-fétale. Ça, c'est très important. Dans la transmission, il y a des éléments importants à considérer. Quels sont ces éléments? D'abord, les paramètres d'infection. L'entrée du virus, d'accord, ou la porte d'entrée du virus va déterminer à peu près les types de présentations cliniques. Quand vous avez une pénétration par la voie respiratoire, ça entraîne une maladie systémique avec des lésions un peu partout, parce que ça va aller dans tous les corps. Mais quand vous avez une pénétration par la peau ou les muqueuses, en général, les infections ont tendance à être localisées. Et c'est surtout le cas pour les organes génitaux, où on a une maladie qui est très très localisée, comme vous pouvez le voir. Et voici les images, par exemple, des transmissions à partir de la peau, des personnes qui ont fait les piercings, qui ont fait les tatouages et finalement qui ont développé ces lésions. Alors, la transmission zoonotique concerne souvent les clades 1A et 2A. 1A parce que c'est la transmission primaire de l'animal aux hommes avant les transmissions interhumaines en Afrique centrale. Et 2A, c'est la transmission primaire des animaux aux hommes en Afrique de l'Ouest avant les cas de transmission interhumaine. Alors, le contact sexuel, d'accord, c'est très fréquent dans les clades 1B et 2B, on ne sait pas. Et il y a les contacts avec les ménages. Les transmissions par voie respiratoire, ça existe. Le contact avec les habits, les reliques du malade, des morts. Hein. Votre frère, votre soeur est décédé. Après, bon, c'était un grand sapeur. Vous enviez tellement ces habits que vous voulez quand même les prendre. Évidemment, puisque vous ne les avez, vous n'allez pas désinfecter les habits. Par conséquent, vous allez attraper son virus si le virus était resté un peu plus longtemps. La transmission verticale et bien sûr les blessures percutanées, les tatouages. Voilà, vous voyez, tout le monde est tatoué hein, dans le monde, les joueurs, les stars évidemment. Vous pouvez aussi vous tatouer avec un joli virus à la clé, et donc ça ne fera pas très beau. Donc il faut toujours peser les actes que nous faisons. Alors, je disais que le point d'entrée détermine les types de maladies. Lorsque les points d'entrée concernent les infections, la voie respiratoire en général, la maladie est systémique. Elle se manifeste par des lésions à peu près sur tous les corps, comme vous pouvez les voir, avec une excrétion virale par voie respiratoire, mais aussi par voie cutanée, ce qui fait que le malade est contagieux parce qu'il excrète les virus dans sa gorge, dans sa salive, dans ses gouttelettes, des pluges, mais aussi au niveau de ses lésions parce que vous les touchez, ce qui fait qu'il est très contagieux. C'est très important. Mais vous pouvez aussi vous contaminer lorsque vous avez des procédures invasives. D'accord? Et dans ces cas, les virus seront excrétés au niveau des lésions qui peuvent être génitales, anales, on les verra. Alors, en épidémiologie, comment on définit le cas de Mpox? Il y a plusieurs définitions. C'est ça l'avantage voilà, d'avoir une maladie qui se développe dans votre pays. En 2001, le ministère de la Santé de la RDC, bien sûr, hein, a fait une définition des cas comme étant le Mpox. C'est chez toute personne qui présente une apparition soudaine de forte fièvre, suivie d'éruptions vésiculo-pustuleuses, principalement sur le visage, et qui a ses lésions au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds, etc. Et au moins la présence de 5 cicatrices ressemblant à celles de la variole. Puis en 2009, l'OMS Afro a donné la définition suivante. Définition des cas, il s'agit de toute personne atteinte d'une maladie aiguë avec une fièvre supérieure à 38,3 degrés, des maux de tête intenses, une lymphadénopathie, des douleurs dorsales, des myalgies, une asthénie intense suivie à 1 à 3 jours plus tard par des éruptions cutanées qui se développent progressivement en commençant sur le visage, la région la plus dense ou là où il y a le plus de lésions, avant de s'étendre sur les autres parties du corps, y compris les plantes des pieds et les paumes des mains. Voilà. Et plus tard, l'école de santé publique de Kinshasa et les CDC Atlanta ont fait une définition des cas qui dit que c'est tout cas présentant des éruptions vésiculaires ou pustuleuses avec des pustules profondes et fermes et au moins des éléments suivants. Fièvre qui précède l'éruption, des adénopathies ou des ganglions,
des pustules, des croûtes sur les paumes des mains ou les plantes des pieds. Et finalement, dans tous les cas, dans tous les contextes, un cas d'Mpox sera défini par le contexte clinique et bien sûr après par la confirmation PCR en temps réel au laboratoire. Avant d'aller dans les symptômes cliniques, j'aimerais vous parler de la cinétique du virus. Pourquoi? Parce que cette cinétique va guider la transmission. Il faut savoir que les virus ne se trouvent pas seulement dans la peau. Bien sûr, dans la peau, il y a des virus déjà 4 à 5 jours après le début des symptômes. Vous avez les virus à une charge virale élevée, comme vous pouvez le voir ici en gris. Et d'ici la deuxième semaine, déjà le nombre de la quantité, la charge virale au niveau de la peau diminue. Regardez dans les sécrétions oropharyngées, le virus est très abondant et parfois avant même l'apparition des lésions. Ce qui fait que au moment où vous ne pensez même pas que la personne a les lésions Mpox, elle vous a déjà contaminé. Et c'est ça qui justifie, qui explique qu'on a de plus en plus de cas de transmission avant même que les lésions ne se manifestent. Et quand les lésions se manifestent, tout le monde est un peu prudent, personne ne veut vous toucher parce que les lésions sont spectaculaires, elles font peur, évidemment personne ne vous touche, il y a moins de transmission. Mais auparavant, quand vous avez des fièvres, des maux de tête, tout le monde vient avec sa petite main qui a un thermomètre et vous met sur sa joue, sur votre joue pour savoir si vous allez mal ou pas. Vous lui parlez des près, etc. parce que vous avez des maux de gorge, on va le voir, et vous transmettez. Dans la salive, les virus est également abondant, etc. Dans les sangs, la charge virale est très faible. Nous, dans notre expérience à Kamituga, et les échantillons de l'Est avec les clades 1B, on arrivait à avoir des virus dans les sangs, mais la charge virale était en général faible, très faible par rapport aux virus dans les lésions cutanées et dans les sécrétions oropharyngées. Les virus est également présent dans les spermes, d'accord, à la première semaine déjà, mais il peut rester jusqu'à la 4e semaine, peut-être même au-delà. Les virus également présents dans les selles, ça veut dire que vous pouvez également prélever les selles, faire un écouvillon rectal et vous aurez du virus. Dans les urines, on décrit, mais il y en a de moins en moins. Et donc, la phrase la plus importante est au bas de la diapositive. Les échantillons de la peau, les échantillons cutanés, les échantillons anorectaux ont une charge virale très importante et j'ajouterai les échantillons de la gorge. Et c'est très important. Plusieurs études l'ont démontré. Comme vous le voyez ici, la charge virale très élevée, autour de 19-20 de valeur CT au niveau de la peau et au niveau de l'anus. Évidemment, au niveau de la gorge, c'est un peu moins, mais au niveau de la peau et de l'anus, la concentration du virus est importante. De sorte que même dans l'élimination, dans le sang, vous voyez la charge virale est très faible sur cet axe ici. Par contre, dans la peau, vous voyez que la charge virale est élevée. Les virus s'éliminent abondamment par la peau. Voilà pourquoi il faut faire, on verra, le prélèvement des lésions cutanées parce que le virus est excrété au maximum par la peau dans les sécrétions oropharyngées. Voilà pourquoi vous pouvez faire le prélèvement. Dans les spermes, oui. Mais ce n'est pas chez tout le monde que vous ferez les spermes. Chez ces jeunes garçons, vous ne ferez pas. Et puis, le prélèvement est assez compliqué à faire. Et évidemment, au niveau du rectum, vous avez aussi une grande concentration du virus. Maintenant, quels sont les symptômes du Mpox? Ça, c'est très important. La période d'incubation est en général de 4 à 21 jours, hein, même s'il y a des périodes très courtes, hein, 8, 10, 12 jours, vous avez des symptômes. Un élément important, c'est que 2 jours avant l'apparition des éruptions cutanées, vous avez des signes qui ressemblent un peu à un syndrome pseudo-grippal. Hein, la fièvre, les maux de tête, les frissons, la sueur, et vous avez les maux de gorge. C'est très important. Fièvre, maux de gorge, les douleurs musculaires, la prostration, le malaise, et vous avez des adénopathies, les ganglions. Les lymphoadénopathies au niveau cervical, au niveau du cou, en dessous du menton, sous-mandibulaire, au niveau des aisselles et au niveau de la région inguinale. Et dans 90% des cas, les ganglions sont présents lorsque vous avez des lésions, ce qui laisse à croire que les ganglions ou les lymphonoeux ou les lymphadénopathies sont pathognomoniques. Alors, la phase d'éruption, lorsque les lésions cutanées apparaissent, elles peuvent durer de 4 semaines. Les lésions cutanées dans les Mpox ont une caractéristique, et ça c'est très important.
surtout pour ceux qui font la dermato ou même les cliniciens, les épidémios, c'est important de savoir. Elle progresse de manière uniforme. Centrifuge, ça veut dire qu'elle commence en général vers la tête et le visage du patient, ensuite et le tronc, et ensuite elle s'étend vers les extrémités, donc les membres supérieurs et les membres inférieurs. Elles affectent toujours ou presque les paumes des mains et les plantes des pieds, contrairement par exemple à la rougeole, à la varicelle, voulais-je dire. Un autre élément, c'est que les lésions dans les mpox ont à peu près le même âge sur la même partie du corps. Si les lésions ont commencé au visage, 2 ou 3 jours après, elles vont se déplacer vers le tronc et ensuite vers les membres. Les lésions du visage vont évoluer selon l'âge du début de ces lésions. Au niveau du tronc, elles auront un autre aspect. Ce qui fait que quand vous considérez une même région du corps, vous avez les lésions qui ont à peu près le même âge. Mais bien sûr, mutatis mutandis. Parfois, ça varie un peu, mais en général, c'est le même âge. Ces lésions évoluent sous forme. Ça, c'est important de savoir lors de la chronologie de l'évolution des lésions. Premièrement, les macules. Je vous montrerai les images. Les macules évoluent vers les papules. Les papules évoluent vers les vésicules. Les vésicules, c'est une éruption cutanée qui contient du liquide clair à l'intérieur. Les vésicules évoluent vers les pustules. Pustules, c'est une éruption qui contient du pus. Les pustules vont devenir des ombilications. Les lésions vont devenir un peu plus grosses avec un centre qui est déprimé comme un ombilique. On parle d'ombilication. Ensuite, on aura des croûtes. Et après les croûtes, on va avoir la desquamation qui en général intervient entre 14 et 21 jours. Mais vous pouvez également avoir les lésions sur les muqueuses au niveau de la bouche, des yeux, au niveau du vagin, de l'anus et des organes génitaux. Mais vous pouvez avoir également d'autres signes. Vous pouvez avoir la diarrhée, vous pouvez avoir des surinfections de la peau et des tissus, où vous allez les voir. Vous pouvez avoir des atteintes oculaires, des encéphalites, etc. Et surtout la surinfection bactérienne, c'est très important. Sur cette diapositive, je ne vais pas décrire les caractéristiques dermatologiques, mais je voulais vous montrer l'évolution des lésions. Vous commencez par les macules, les papules, qui sont à peu près comme des petits boutons que vous avez sur votre visage. Vous le verrez sur d'autres diapositives. Et voici une vésicule, une pustule, une lésion ombiliquée qui devient un peu plus grande. Elle s'ulcère et a formation des croûtes, etc. Mais on les verra bien en grandeur nature sur d'autres images. Il y a une équipe de chercheurs, notamment de l'IMT Anvers, qui a travaillé bien sûr avec nous, l'INRB, pour faire la caractérisation clinique des symptômes entre ceux des clades 1 et des clades 1A et 1B. On a par exemple vu que les clades 1A, il y avait une atteinte oculaire, des adénopathies, une distribution centrifuge des lésions qui s'étendait à peu près sur tous les corps, avec une atteinte des paumes des mains, des plantes du pied, et la maladie ici circule à peu près partout en RDC, contrairement au clade 2 où les lésions ont l'air localisées à des régions très précises, que ce soit la région anogénitale et autres, etc. Mais bon, en réalité, on a maintenant des cas qui sont plus complexes, mélangés aussi. Alors, vous devez savoir que dans les mpox, vous pouvez avoir des formes subcliniques, ça existe, où la personne présente quelques petits boutons, comme vous voyez l'image de cette personne ici. Voilà, c'est à peu près quelques lésions. Ça, c'est une infection subclinique. Vous avez du mal à croire que ça, c'est un mpox. Et c'est vrai, c'est un cas d'mpox positif. Vous pouvez avoir des infections bénignes avec très peu de lésions et ça se termine souvent bien. Et vous pouvez avoir des infections sévères, celles qui sont spectaculaires, qu'on met sur toutes les affiches évidemment pour vous faire peur afin que vous puissiez prendre des mesures qui s'imposent. À ma gauche, j'ai mis les différentes lésions. Macule, on ne voit presque pas grand-chose, même si on verra sur d'autres dias. La macule évolue toujours vers la papule. La papule évolue vers la vésicule. La vésicule évolue vers la pustule. La pustule devient très grande et elle se déprime au centre pour former les lésions ombiliquées. Les lésions ombiliquées vont commencer à s'ulcérer vers la partie centrale et suivies de desquamations. Et ensuite, vous aurez les lésions desquamées et les croûtes. Les macules, c'est un peu comme l'image que vous voyez sur le dos de ces messieurs, c'est pas très très visible.
Un élément essentiel, j'ai dit, les lésions du Mpox ont le même âge sur une même partie du corps. Regardez ici, vous avez des lésions ombiliquées sur la paume des mains de cet enfant. Partout, il y a des lésions ombiliquées. Regardez sur cet avant-bras, vous avez des pustules. Partout, vous avez des pustules. Ici aussi, vous avez des pustules et vice-versa. C'est la caractéristique générale. N'empêche qu'il y ait des lésions. Je voulais donner un peu l'évolution. Vous vous exposez. Pendant ces 12 jours, vous avez la période d'incubation. Dans la phase préruptive, vous avez les syndromes, fièvre, maux de tête, maux de gorge, lymphadénopathie. Ensuite, les lésions apparaissent et suivi des complications et après des séquelles. Ces images, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous montrer l'ampleur de la maladie. Et nous avons des cas de Mpox, notamment dans le clade 1B, l'atteinte génitale chez les hommes. Vous voyez que les bijoux de famille ont été fortement endommagés et donc ça compromet la suite. Évidemment, les atteintes vulvaires chez la femme ici. Évidemment, d'autres lésions que vous avez vues. J'ai voulu partager avec vous ces images sur ces images de diapositives du professeur Oriol Mecha. Voilà, et je les ai trouvées très intéressantes. Ici, c'est des cas de Mpox, d'accord, notamment chez les homosexuels. Je vous avais dit que la porte d'entrée est déterminée, la symptomatologie. Vous voyez que les lésions sont ici au niveau de la région hypogastrique. Et ceux-ci ont fait des rapports sexuels par la bouche. Et vous avez vu que les lésions sont au niveau de la langue. Et il y a aussi au niveau des lésions anales très très importantes parce que vous avez dit que les lésions peuvent être au niveau de la peau et des muqueuses, ici au niveau de la bouche, au niveau du gland et du pénis. Et ça, vous avez au niveau de la gorge. Hein. Vous avez les lésions au niveau de la gorge et c'est très douloureux. Ça vous donne une dysphagie. Mais évidemment, dans d'autres cas, vous pouvez avoir des lésions au niveau du dos, au niveau du coude et des régions génitales comme vous l'avez vu. Bon, c'est d'autres images pour vous montrer par exemple les lésions au niveau des muqueuses, notamment la langue, sur la face interne des joues, d'accord, dans le vestibule, et évidemment au niveau des organes génitaux, ce qui vous donne l'aspect d'un chancre. Pourtant, ce sont des lésions de Mpox. Et ici, vous les avez également au niveau anal et au niveau du rectum et au niveau des petites et des grandes lèvres, ce qui fait très mal. Chez les personnes qui font les VIH, les lésions peuvent devenir très très méchantes et très très bizarres, très agressives comme vous le voyez ici, avec des points de nécrose, hein, comme vous le voyez, tout un pourrissement. Et ça, c'est des cas qui sont arrivés chez des personnes qui ont fait le VIH en général. Et si cela s'associe au rapport homosexuel, ça peut être très spectaculaire dans la présentation. On peut avoir également des surinfections bactériennes. Ici, ce sont des lésions bactériennes qui ont été surinfectées. Les complications sont assez importantes, hein, notamment les complications bactériennes, telles qu'au niveau oculaire notamment. Le virus lui-même produit des complications oculaires, mais ces complications peuvent être surinfectées par les bactéries. Parmi les complications oculaires, vous avez les opacités de la cornée, les staphylomes cornéens, les kératites, les œdèmes, etc., comme vous pouvez les voir. Mais on a décrit beaucoup de cas d'avortement, hein, de fausses couches. Et dans cet article de Placide Mbala, par exemple, il a décrit les lésions placentaires. Comme vous le voyez, ça c'est un placenta qui est riche en lésions et un fœtus qui est un mort-né avec des lésions sur son dos et au niveau du cordon ombilical, etc. On en a beaucoup. Mais il y a plusieurs autres complications. Il est important quand vous faites la clinique de savoir que tout le monde ne se laisse pas faire parce qu'il a des lésions de Mpox. Il y a des personnes qui ont des lésions de Mpox qui essayent de faire quelque chose. Par exemple, ils vont faire le décapage des lésions et au final, quand vous trouvez toutes les lésions décapées, vous devez être capable de savoir que ce sont les lésions de Mpox au départ. Comme c'est le cas, la figure A, la personne a enlevé toute la peau, il a décapé les lésions et finalement ça donne des plaies. Cet autre a essayé de faire la même bêtise mais sur un pénis et finalement c'est devenu une grosse plaie sur le pénis parce qu'il a essayé de décaper les différentes plaies sur les lésions, etc. Dans notre expérience, nous avons vu à Goma des personnes qui ont mis par exemple le bleu de méthylène ou le mercurochrome sur les lésions, de sorte que quand vous arrivez, vous trouvez la personne avec des lésions très colorées et parfois quand la lumière n'est pas très très claire, vous n'arrivez pas très bien voir les lésions.
vous devez être capable de poser un diagnostic correct, évidemment. Et les lésions, que ce soit génitales, comme vous le voyez ici au niveau du clitoris et des petites lèvres, ou au niveau des plis interfessiers, et même au niveau oculaire, vous les avez, elles sont importantes. Les complications, il y en a plusieurs, hein, je les ai déjà écrites, je les ai déjà décrites anorectales, elles sont importantes, elles sont fréquentes. Vous pouvez avoir des complications respiratoires avec un CT scan qui révèle, ou alors une IRM qui révèle les nodules périvasculaires. Et quand on fait le lavage broncho-alvéolaire, on arrive à voir des liquides, du lavage le liquide broncho-alvéolaire qui est positif en PCR, mais on peut avoir également des nodules périvasculaires au CT scan. Et pour cela, il faut une biopsie transthoracique. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on va faire partout dans tous les pays, notamment les pays d'Afrique qui sont affectés. Les complications oculaires, j'en ai parlé. J'ai juste mis quelques images, voilà, des diapositives du professeur Oriol Micha pour mémoire. Mais on a également des complications neurologiques. On a eu des cas où en tomodensitométrie, on a eu un édème orbital ou alors des édèmes cérébrales. C'est ce qui fait que c'est très important. Il faut savoir que les lésions du Mpox, vous devez être capable de les diagnostiquer parce qu'il y a plusieurs dermatoses, plusieurs lésions qui apparaissent sur la peau. Parfois, c'est bien dans le contexte d'une surveillance tous azimuts. Dès que quelqu'un a des lésions, même des simples acnés, évidemment, on court très vite, on pense que c'est l'Mpox. Mais il faut être capable de pouvoir les différencier. Par exemple, j'ai mis ici la variole des singes, la varicelle et la rougeole. La fièvre, elle est très forte dans la variole des singes et elle précède l'éruption. Dans la varicelle, la fièvre est très élevée, hein, surtout chez les petits enfants. Elle apparaît également avant l'éruption. Et dans la rougeole, la fièvre est encore plus forte. Elle peut aller jusqu'à 40 degrés. Et à ces moments, on convulse déjà, surtout chez les petits enfants. Et l'éruption apparaîtra 1 à 2 jours. 1 à 3 jours, 1 à 2 jours, 1 à 4 jours. Bon, vous voyez que c'est presque la même marge. Mais les éruptions cutanées dans la variole des singes, c'est d'abord les macules, puis les papules, les vésicules, les pustules, et avant d'aller vers les ombilications, des squamations et autres. Mais les lésions ont le même âge sur la même partie du corps. Par contre, dans la varicelle, vous avez les macules, les papules. Souvent, ça s'arrête aux vésicules. Mais les lésions ont toujours un âge différent sur la même partie du corps. Donc, vous pouvez trouver macules, papules, vésicules sur une même partie du corps, ce que vous retrouvez rarement dans l'Mpox. Dans la rougeole, les éruptions sont non vésiculaires, hein, il n'y a pas de vésicules et à différents stades. Dans l'évolution, dans les Mpox, les lésions traînent 3-4 semaines. Dans la varicelle, ça finit très vite sur quelques jours. Évidemment, dans la rougeole, ça peut prendre jusqu'à une semaine. La distribution des lésions est importante. Elle a l'air d'être centrifuge. D'abord au centre, la tête ou au visage, c'est très dense. Et ensuite sur le tronc et ça va vers les extrémités où il y en a beaucoup. La varicelle commence sur la tête et puis c'est un peu plus dense sur les corps, mais il n'y en a pas souvent sur les paumes des mains et la plante des pieds. Dans la rougeole, vous avez les lésions qui commencent sur la tête et sur le reste du corps. Ça peut atteindre les mains, mais les lésions sont de types différents. Et il y a également ce qu'on appelle les taches décopliques sur la face interne des joues. Les signes caractéristiques de la variole du singe, ce sont les adénopathies, les ganglions, au niveau de la région latéro-cervicale, sous-mandibulaire, inguinale, axillaire, etc. Dans la varicelle, il y a les prurites, avec une forte démangeaison. Dans les Mpox aussi, les lésions peuvent être prurigineuses. Et dans la rougeole, j'ai parlé des taches décopliques. La mortalité dans les Mpox, ça dépend des variants. Souvent, c'est moins ça peut être un 10%, mais c'est moins. La varicelle, c'est rare, sauf la varicelle maligne, bien sûr. Dans la rougeole, c'est variable en fonction de la situation épidémiologique. Comment on fait le testing du Mpox? Comment est-ce qu'on teste le Mpox? J'ai mis la carte de la RDC, bien sûr, parce qu'il s'agit de la RDC. À gauche, j'ai mis la région avec les RDC, les régions de la RDC avec les cas suspects. Comme vous le voyez, les cas sont à peu près dans la partie nord du pays, hein, la partie nord du pays, que je vois ici en bleu. Et ça, ce sont la carte des cas suspects.
Et ensuite, la carte des cas confirmés. Naturellement, il y a moins de cas confirmés que des cas suspects parce que tout le taux de testing, voilà, un certain ratio. Et la politique de testing ou la distribution de laboratoires qui sont capables de faire le diagnostic de mpox est concentrée dans la partie nord du pays. Bien sûr, partant de l'est vers l'ouest avec deux plus grands laboratoires, notamment à Kinshasa et à Goma. Alors, le diagnostic peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez faire la culture cellulaire. Évidemment, vous allez essayer d'observer l'effet cytopathogène du mpox au niveau des différentes cellules que vous allez utiliser, notamment les cellules Véro et 6. Évidemment, vous n'allez pas faire la culture cellulaire chaque jour pour faire le diagnostic du mpox parce qu'elle est fastidieuse, elle est difficile à faire, elle est coûteuse, elle est à risque. Il faut avoir des infrastructures qui sont adaptées. Ce qui fait que je les cite parce qu'on le fait, mais ce n'est pas ça voilà, qu'on va faire en routine, la culture cellulaire. Évidemment, quand on fait la culture cellulaire, pour les poxvirus, etc., les lésions, vous allez les observer. Voilà, vous allez observer par exemple ce qu'on appelle les corps des garnieries au niveau du site factory, des cellules qui sont infectées, évidemment, vous pouvez le voir. La culture cellulaire, c'est fait. Et vous recherchez l'effet cytopathogène. Et dans les mpox, l'effet cytopathogène, en principe, apparaît déjà dans les 3 à 6 jours après l'infection. Et quand on regarde les images sur les cellules viraux qui sont infectées, on peut bien voir l'effet cytopathogène qui s'est traduit par la destruction du tapis cellulaire que vous pouvez voir ici et la formation, voilà, majoritairement la destruction du tapis cellulaire. La culture cellulaire peut se faire évidemment, à part sur les cellules viraux, elle peut se faire en utilisant l'œuf embryonné. Et quand on utilise l'œuf embryonné, on peut faire des inoculations à différents endroits. Par exemple, au niveau de la membrane chorioallantoïque, surtout pour les poxvirus, vous pouvez étudier les poxvirus en faisant des inoculations au niveau de la membrane chorioallantoïque. Vous pouvez le faire également au niveau de la cavité allantoïque et autres, même si au niveau de la membrane chorioallantoïque, les lésions sont mieux observées. Évidemment, les lésions, l'effet cytopathogène, c'est les lésions qui apparaissent sur les membranes sur lesquelles vous les avez inoculées. Et dans les liquides, par exemple les liquides amniotiques, vous pouvez au fait détecter les hémagglutinines. Les virus vont se développer dans les liquides amniotiques ou dans les liquides allantoïques et vous allez avoir des hémagglutinines. Une fois que vous les mettez en présence des antisérums spécifiques, il y aura des agglutinations qui vont être visualisées et vous allez au fait visualiser l'agglutination ou l'hémagglutination et vous pouvez évidemment utiliser des antisérums à des concentrations spécifiques pour observer l'inhibition de l'hémagglutination. Ce qui est plus répandu, qui est facile à faire, c'est des tests. Mais il y a des tests rapides et des tests moléculaires. Les tests rapides, la plupart ne sont pas homologués. Je les ai mis parce qu'il existe quelques-uns. Hein. Bien sûr, on peut les faire pour les screenings, mais le gold standard pour l'mpox continue d'être la culture, continue d'être la RT-PCR, la Real-Time PCR ou la qPCR, parce que là, vous allez détecter un gène du virus, évidemment. Et quand on fait les PCR actuellement, il y a plusieurs plateformes. Il y a des plateformes pour faire la PCR standard et pour faire les point of care. Les point of care, ce sont des outils qui, avec très peu de manifestations, vous permettent d'avoir des résultats très rapidement et en faisant peu de manipulations, évidemment, surtout quand vous les déployez dans les régions très reculées. Par exemple, les BioFire que vous pouvez déployer, le GenExpert qui est très très utilisé en RDC dans la détection du mpox, mais même s'il détecte un peu plus les CLAD2, mais il détecte également les gènes des orthopoxvirus. Mais il y a d'autres plateformes et je ne fais pas leur publicité ici, je ne fais que les présenter. Mais vous avez aussi les outils des PCR standards hein, avec différentes plateformes, Biorad, Bioneer, Quanta Studio, Radi. En RDC, nous utilisons beaucoup les radis parce qu'il a montré beaucoup d'efficacité, je vais le dire, sur l'ADIA qui suit. Dans les tests moléculaires, j'ai parlé du GenExpert qui est un point of care
ou un Near Point of Care. Ça veut dire que un outil avec lequel on peut faire rapidement des tests avec moins de manœuvres, moins de manipulations. Le personnel peut être très formé très rapidement et on a des résultats dans un temps qui est très bref. Actuellement, je pense pour les Mpox, c'est autour de 50 minutes si je me trompe, mais c'est une durée très très courte et vous avez moins de risques de contamination, pas de chaîne de froid requis pour les cartouches. Évidemment, la cartouche elle-même a des contrôles internes, ce qui fait que l'histoire est très intéressante. Mais vous pouvez faire la QPCR, la PCR quantitatif. Et un des kits, je le mets parce qu'on l'utilise, je parle de la RDC, c'est le kit RADI, commercialisé par KH Medical à Séoul, en Corée du Sud. C'est un kit PCR multiplex qui vous permet de détecter, le clade 2 qu'on appelle sur les canaux femmes, le clade 2 ou West Africa, le clade 1 sur le canal X, le clade 1 au Congo Bassin, mais également les gènes génériques des orthopox. Alors pour nous, RDC, c'est une très belle opportunité parce que vous avez la possibilité de détecter et les clades 2 et les clades 1 et les gènes génériques des orthopox, ce qui vous donne la possibilité de faire un diagnostic de certitude et un peu plus tard, vous pouvez faire autre chose. Je ne vais pas parler de l'interprétation de la PCR. J'avais mis les dias pour mémoire et pour les cours, évidemment. Il faut des seuils que vous définissez. Et puis, vous avez les valeurs CT qui sont définies sur la diapositive. Ceci fait partie de notre cours, évidemment, mon cours de biologie moléculaire, que vous allez voir en ligne, évidemment, en profondeur. Et le problème le plus important avec la PCR temps réel, c'est l'établissement des seuils. Vous devez être à mesure de mettre les seuils et les seuils doivent être conventionnels et évidemment discutés avec tous et finalement les résultats apparaîtront sous forme de courbes, d'accord, qui expriment en fait la quantité de fluorescence qui a été détectée dans l'échantillon. On peut faire également le séquençage, c'est un diagnostic de certitude direct évidemment pour étudier la diversité génétique du virus, pour étudier les mutations. Je ne vais pas entrer dans les méandres du séquençage, mais classiquement, il y a plusieurs laboratoires qui ont des plateformes Illumina. La technologie Illumina avec plusieurs plateformes. Vous pouvez avoir les iSeq 100, le plus simple, le MySeq, ou alors les NextSeq, le 1000, le 2000, ça dépend de vous. Mais vous pouvez également utiliser la technologie Nanopore d'Oxford avec différents protocoles. Et vous avez aussi les MinION, MiQuanti ou MiQuanB, et vous pouvez faire cela. Dans les diagnostics, les tests immunologiques, j'en ai parlé, les tests rapides, je devais les mettre sur cette diapositive, mais il existe également des tests immunoenzymatiques, notamment pour rechercher les anticorps. Mais évidemment, quelqu'un qui a des lésions, vous serez très correct et cohérent si vous recherchez le virus ou alors les antigènes ou alors l'acide nucléique du virus plutôt que de rechercher les anticorps. Ça n'a aucun sens. Bien sûr, la sérologie, elle est très importante dans la recherche. Nous, on l'a fait, notamment avec l'outil Luminex, mais c'est plutôt voilà, pour des études, pour la recherche, mais pas pour faire un diagnostic direct, par exemple, en une épidémie. Avant de finir cette présentation, je suis déjà à 72 minutes, nous allons parler de la vaccination. La vaccination, évidemment, on utilise plusieurs types de vaccins, que ce soit les vaccins vivants atténués réplicatifs, tels que les ACAM 200, ou alors les vaccins vivants non réplicatifs, tels que les Genius. Une fois que vous livrez ces vaccins, notamment, ça veut dire que vous injectez des particules virales, qui somme toute, pour les cas par exemple du ACAM 200, ces particules virales vont entrer dans les cellules où elles vont se répliquer. Une fois qu'ils vont se répliquer, ils vont produire d'autres virus. Et ces virus vont être capturés par les cellules présentatrices des antigènes. Et ces cellules présentatrices antigènes, d'accord, vont exprimer les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité 2. À ce moment-là, une fois que ces protéines sont exprimées, ils vont d'une part stimuler l'immunité cellulaire et de l'autre part l'immunité humorale. L'immunité cellulaire
ou humorale se fera de toutes les façons par la sensibilisation des lymphocytes CD4 qui sont naïfs au départ, grâce à la stimulation des lymphocytes TH1, d'accord, il y aura activation des lymphocytes cytotoxiques. Les lymphocytes cytotoxiques vont produire des cytokines pro-inflammatoires qui vont détruire les cellules infectées. D'autre part, les lymphocytes T1 elles-mêmes peuvent produire des cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha et l'interféron gamma, qui peuvent également détruire les cellules infectées. Du côté de l'immunité à médiation cellulaire, les cellules T naïves, une fois activées, vont produire les cellules les lymphocytes TH2 qui, grâce à leur récepteur CD40L, vont se lier très rapidement ou stimuler d'une part les lymphocytes B, et les lymphocytes B, dans leur composante mémoire, vont garder le souvenir immunologique de l'antigène, et d'autre part, les cellules effectrices vont stimuler la production des anticorps neutralisants via les plasmocytes, et ces anticorps vont neutraliser les virus et protéger l'individu. De toutes les façons, pour plus de détails, vous verrez également en ligne mon cours sur l'immunologie. Alors, sachant qu'il y a plusieurs types de vaccins, les vaccins avec des vecteurs viraux, les subunités vaccinales, les vaccins à ADN ou ARN messager, et vous avez les nanoparticules vaccinales, que ce soit les nanoparticules de métal ou les particules à base de ferritine, ou même les particules à base de carbone ou de graphène, ou les tâches de quantum, etc. C'est une possibilité. Mais vous pouvez également avoir les vaccins de type des lipides avec des nanoparticules à l'intérieur. Les détails de ça feront partie de mon cours de vaccinologie. Alors actuellement sur le marché, il y a plusieurs vaccins, je ne les ai pas tous cités. Il y a par exemple le Dryvax, qui est un vaccin de première génération. C'est un vaccin vivant, non atténué, avec un virus réplicatif de la vaccine. La vaccine, c'est un cousin du Mpox et il va vous donner une immunité qui va vous protéger également contre les Mpox. Il a été développé dans les années 80. Et puis vers les années 2000 à 2010, on a développé les ACAM 2000, qui est un vaccin de seconde génération, évidemment un vaccin vivant atténué réplicatif de la vaccine, évidemment, qui a été utilisé. Et puis dans les années 2015, on a développé le MVA-BN avec c'est un virus, c'est un vaccin de troisième génération, c'est un vaccin vivant atténué, mais non réplicatif, parce qu'on modifie au fait un vecteur virus en y mettant on modifie comment on appelle ça, les MVA, les vaccins, Ankara vaccine, qui a été, en fait c'est ces virus-là qu'on modifie pour lui faire porter des gènes qui, une fois injectés dans votre corps, d'accord, ces virus, votre organisme va réagir contre les antigènes qui sont exprimés à la surface pour produire des anticorps spécifiques contre ces antigènes. Évidemment, il s'avère que ces anticorps vont vous protéger contre l'Mpox. Il y a un vaccin japonais qu'on appelle le LC16M8 qui est également injecté au niveau du deltoïde avec une double aiguille. Évidemment, c'est un vaccin qui est en expérimentation. C'est parmi les rares, ou si pas l'unique vaccin que l'on peut donner aux enfants également. Et il va bientôt être expérimenté en RDC. Les thérapeutiques, il y a plusieurs médicaments ou tentatives de médicaments, on les verra, qui ont été essayés, mais la plupart n'ont pas été concluants. Le principe des médicaments est qu'ils agissent à une des étapes de la réplication du virus, soit au niveau de l'entrée, soit au niveau de la libération ou bourgeonnement, soit au niveau de la phase de synthèse des macromolécules, soit en inhibant la polymérase, soit en inhibant la transcriptase ou d'autres enzymes, etc. Il y en a plusieurs et je vais juste parler d'un seul. Un seul, c'est le tecovirimat. Le tecovirimat, c'est un antiviral qui cible la protéine membranaire VP37 qui appartient à la zone hautement conservée du virus. C'est une cible identique évidemment pour tous les orthopox, ce qui fait que ces virus peuvent être utiles à la production des formes extracellulaires
En fait, cette molécule, en fait, la VP37 vous aide à produire des formes extracellulaires des virus. Cependant, quand cette protéine est bloquée, vous n'êtes plus capable de produire, l'organisme n'est plus capable de produire les virus, ce qui va vous guérir. Alors, nous, en RDC, grâce à une étude qui a été financée par le NIH, National Institute of Health, notamment le NIAID, nous avons mené un essai clinique randomisé qui a été publié il y a seulement quelques jours, le 17 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril, je suis en train de faire ces cours. Et dans cette étude du New England Journal, où votre serviteur évidemment a fait partie, le tecovirimat dans les infections du clade 1 en RDC. Quelle a été la plus grande conclusion de cette étude? Nous avons démontré par cette étude que le tecovirimat, en fait, n'a pas réussi à réduire le nombre de jours de résolution des lésions chez les patients qui ont été infectés par le Mpox clade 1. Il n'y a pas eu de problème de safety, de sécurité du médicament, mais quand on a comparé ceux-là qui ont reçu le TPOXX, ça veut dire le tecovirimat, et le groupe témoin ou le contrôle qui avait reçu un placebo, le temps de résolution des lésions n'a pas été très différent. Du coup, il n'y avait pas de différence significative, donc il n'y avait pas du tout de valeur ajoutée des tecovirimat. La conséquence logique de cette publication, de cette trouvaille, c'est que on ne peut pas recommander un traitement avec le tecovirimat. Par conséquent, nous les scientifiques, nous restons encore dans le flou parce qu'on n'a pas encore de médicaments capables de pouvoir soigner le Mpox, qui est un problème majeur de santé publique en RDC. On a une épidémie en cours avec plusieurs cas. Il existe d'autres antiviraux, par exemple le cidofovir, qui est un inhibiteur de la polymérase virale, qui est toujours en essai. Il existe le brincidofovir, le Tembexa, qui est également un inhibiteur de la polymérase. Il se donne par voie orale. Le cidofovir se donne par injection, celui-ci se donne par voie orale. Et il existe le tecovirimat, évidemment, qui se donne par voie orale. Dans tous les cas, aucun de ces médicaments n'a montré une efficacité réelle sur les cas de Mpox. Voilà donc, chers amis, mesdames, messieurs, un aperçu assez large du Mpox virus et de la maladie, le Mpox ou le monkeypox anciennement. J'espère que nous avons répondu à plusieurs de vos préoccupations. Pas toutes, certes, il y aura beaucoup de questions. Évidemment, nous serons heureux dans les chats ou alors online sur nos coordonnées à répondre à toutes ces questions. Mais nous essayons du mieux de notre possible de mettre ces cours en ligne. Évidemment, ce sont des enseignements et évidemment, ils sont toujours suivis des questions et réponses. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour des prochaines aventures et des prochaines émissions de très bonne qualité. Ainsi, prend fin cet enregistrement du cours et je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres programmes et pour d'autres diffusions. Entre-temps, restez en bonne santé et sachez que l'Mpox n'est pas très intéressant quand vous l'avez et les conséquences sont énormes. Donc, protégez-vous assez et notifiez, signalez les cas, notamment en RDC. Et il y a moyen d'isoler les patients, de les garder. Il y a des traitements symptomatiques et on en guérit, beaucoup guérissent. Il y a très peu de mortalité. En RDC, la mortalité au total est d'à peu près 1,7 à 2, c'est moins de 5% de toutes les façons. Ça signifie que le virus s'adapte de plus en plus aux humains, mais que nous avons aussi la possibilité de prendre en charge pour prévenir, même si il n'y a pas de traitement spécifique, mais il existe des traitements symptomatiques pour que la maladie ne dégénère pas. Notre devise, vous servir. Merci.